Franck Maillet, directeur du programme de ce congrès. Franck, c'est vous qui avez travaillé sur cette table ronde. Vous l'avez constituée. Vous avez pratiquement travaillé sur l'ensemble de la philosophie de la table ronde et sur l'ensemble des questions que vous vouliez voir soulevées. Vous êtes aussi, dans votre entreprise, directeur commercial de la collecte des déchets chez Barisien, Barisien étant l'un des partenaires du congrès. Alors, tout d'abord, ce que je tiens à préciser concernant l'origine de l'idée de cette table ronde, c'est que lorsque nous étions à la Baule il y a donc 2 ans et que nous étions sur une thématique qui était l'homme des réseaux, et puis une belle intervention qui a été celle de Luc Ferry et qui tient à ce que l'humain soit de retour dans les dispositifs, je dirais. L'équipe programme, Muriel, Bedez et moi-même avons eu l'idée justement de vouloir travailler l'homme dans l'entreprise au travers de ses compétences, de la formation, de l'emploi. Et comme nous étions sur un territoire transfrontalier lors de ce congrès de l'édition 2012, il nous a semblé réellement essentiel d'en parler aux différents témoignages que nous avons pu avoir aujourd'hui déjà, et dans le sens où on voudrait montrer ce que l'entrepreneur de ce territoire dans la grande région met en œuvre pour innover dans tous les métiers de l'entreprise. On a parlé ce matin d'innovation technologique, bien entendu, mais l'innovation n'est pas uniquement dans la technologie. Elle est dans tous les métiers, donc dans l'entreprise. Et pour cela, je crois qu'il y a encore de grands efforts au niveau de nos politiques à réaliser sur les outils qui permettront d'aller encore plus vite quant au développement et au soutien au développement et au dynamisme donc, des entreprises du territoire. La grande région, c'est quoi? La grande région, c'est quoi? À l'origine, c'est un territoire transfrontalier, Belgique, Luxembourg, Allemagne, France. Donc grosso modo, un quadrilatère, 300 mètres de côté, 300 km de côté, on fait comme ça? On pourrait oui, grosso modo, peut-être ajuster, je ne connais pas exactement la superficie, mais je crois qu'on l'a rappelé ce matin. C'est ça. Un peu plus grand que le territoire dans la Belgique, on l'a évoqué. Et Pascal, si... On dit aussi qu'il y a 2 grandes régions. Il y a la grande région administrative, celle qui va de Tournai en Belgique jusqu'à Mayence, c'est-à-dire au bord du Rhin, et puis aussi de la grande région pratique. Et je pense que tu parles de la grande région pratique. La grande région opérationnelle. Voilà, c'est-à-dire le territoire où les gens se rencontrent sans arrêt et où ils traversent les frontières sans arrêt. Et la surface de ce territoire est estimée à 16 000 km² pour l'instant. Donc, la région pratique dont nous parlons est un peu plus petite que la région administrative. Exactement. Maintenant, voyons-en l'historique. Alors, l'historique, nous avons été capables, depuis une petite centaine d'années, d'innover sur ce territoire que rassemble donc plus précisément la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat, l'Est de la France, je préfère dire plutôt l'Est de la France, et en particulier la Lorraine ainsi que le Luxembourg, sur des activités sidérurgiques et minières, pour lesquelles, en partie, cette région est à l'origine également du développement de l'Europe. Et en ce sens, en période de crise, aujourd'hui, je crois que les hommes agissent au quotidien pour innover, soutenir ce développement que cette région a toujours connu. Elle a surmonté plusieurs crises, bien entendu. Aujourd'hui, je crois que c'est encore une opportunité de plus qui s'offre à nous à vouloir obtenir davantage de visibilité sur ce territoire-là. Ce territoire bénéficie aujourd'hui d'une visibilité, mais une visibilité qui aujourd'hui ne sert pas forcément à accélérer, on va dire, la performance des entreprises. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons plusieurs institutions qui gèrent ou qui se réunissent autour de la thématique de la grande région à pouvoir, on va dire, innover, penser, soutenir les entrepreneurs, mais on nous regarde souvent et de loin, on n'agit pas forcément toujours. Alors je peux prendre l'exemple de la vie, ou en tout cas de l'observation parisienne, puisque ça nous concerne... Barisienne, avec un B. Barisienne. Barisienne, donc Barisien, de votre entreprise. Autre chose. Barisien bien dans l'Est, pas à Paris, en tout cas pour le moment.
Et donc, cette observation est quelque part inutile pour nous. Il n'y a pas de rencontre, je dirais, satisfaisante qui pourrait nous amener à justement aller plus loin. Je prends tout simplement un exemple qui est forcément le mien. Après, je laisserai bien entendu la parole à tous les interlocuteurs de cette table. Si nous prenons l'exemple du déchet, l'aspect je dirais, de la transfrontalité, enfin, le déchet, on va dire, à l'exportation est relativement très réglementé par rapport à la Convention Bâle de 1994. Ça ne nous empêche pas, nous, Parisiens, ce coup-ci, de pouvoir travailler avec l'Allemagne, tant au niveau des process pour la valorisation de certains produits, tant qu'au niveau de la revente également, par ce qui s'y fait, et également en créant de l'emploi et de la formation. Simplement, nous ne pouvons aujourd'hui que facilement réaliser ce type d'activité sur un produit, ce que l'on appelle classé en liste verte, non dangereux, bien entendu, et valorisable, ce qui n'est pas le cas pour d'autres déchets de ce type-là, ou même pour d'autres activités en général. Nous observons bien que la Belgique n'est pas fiscalement, en tout cas pour les déchets, taxée, je dirais, de la même manière que l'Allemagne ou que la France ou encore que le Luxembourg, et que derrière, ça entraîne des développements, de l'innovation et des inégalités et des disparités sur un territoire dans lequel on se sent entre nous, mais nous ne pouvons pas agir aussi facilement entre nous par rapport à des barrières qui sont peut-être, comme l'évoquait Roger Quézel, des frontières de verre autour desquelles nous n'arrivons pas à aller plus loin. Donc là, voilà un frein, très typiquement, maintenant. C'est un frein, c'est vraiment l'exemple typique que je dirais qui est relativement très important et qui permettra de débattre maintenant et de lancer un peu les débats. Dans un instant. Je résume bien notre premier point. La grande région dont nous parlons, il en est deux. L'une administrative, c'est-à-dire vous compilez toutes les administrations, toutes les institutions des différents pays. Donc vous avez un État en Saxe, vous avez un État dans la Rhénanie-Palatinat, vous avez la région wallonne, vous avez la région germanophone de Belgique, vous avez évidemment le Conseil régional de Lorraine, entre autres, je dis bien, sans compter les institutions du Grand-Duché de Luxembourg. Ça, c'est pour la partie administrative. Maintenant, vous avez la partie extrêmement pratique de l'entrepreneur qui joue, lui, sur un carré beaucoup plus réduit. J'aimerais ici entendre justement les entrepreneurs. Tout d'abord, un luxembourgeois, monsieur Georges Lenz, expliquez-nous, vous, avez-vous des freins, avez-vous des accélérateurs? Est-ce que votre métier d'entrepreneur dans cette région est facilité? Si oui ou non, votre entreprise est au Grand-Duché de Luxembourg. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, je crois qu'il faut surtout éviter la bureaucratie. Et je crois qu'on n'a pas, disons, pour moi, je suis un peu étonné de cette notion de grande région. Pour nous, la grande région, c'est un fait, effectivement. On a des Français, on a des Belges, on a des Allemands. C'est une surface un peu plus grande que notre pays, ou même beaucoup plus grande que notre pays. Et je crois qu'on se débrouille comme on peut. Et je crois que si on nous attendons que la législation est parfaite, que les fonctionnaires ont bougé leur machin pour faire avancer le schmilblick, je crois que ça ne marchera pas. Très concrètement, monsieur Lenz, ça veut dire que quoi, vous? C'est toujours le pragmatisme qui paye. Et très concrètement, ça veut dire quoi? Vous mettez en place un service export, là où il en faut un, c'est ça, clairement? Oui, pour nous, on ne parle même plus d'export, puisque pour nous, c'est la vente de la région, la grande région. Alors maintenant, on ne fait pas la distinction, on dit la vente locale, etc. Mais pour nous, c'est la vente dans la région, basta. Et puis, bon, bien entendu, il y a des avantages, il y a des désavantages, il y a des problèmes. Mais vous ne comptabilisez pas, c'est pas grave, vous ne comptabilisez pas. Vous ne comptabilisez pas. Vous ne faites pas la balance entre... Statistiquement par secteur, mais on publie nos résultats globaux. Madame Janton, vous êtes donc basée à Sarrebruck, vous avez un cabinet conseil, vous conseillez des entreprises françaises qui veulent s'installer en Allemagne, mais vous conseillez également des entreprises allemandes qui veulent s'installer en France. Y a-t-il une comptabilité, justement ici, M. Lenz dit, nous on fait pas le partage entre l'avantage et l'inconvénient. Est-ce que chez vos clients, vous avez cela? Que vous demande-t-on clairement quand on est entrepreneur et qu'on veut investir? Oui, c'est vrai que si on peut regretter qu'au niveau institutionnel et politique, la grande région qui est dotée d'un exécutif, d'un législatif, d'une pléthore d'initiatives dans le domaine culturel, dans le domaine de réseaux, de villes,
Si on peut regretter qu'au niveau des entreprises, bon, ces initiatives ne font pas écho, on peut se réjouir, en revanche, du comportement de la société civile qui, encore une fois, n'attend pas d'avoir l'autorisation pour considérer la grande région comme un espace en tant que tel. La Lorraine compte un nombre considérable de travailleurs transfrontaliers, 95 000 salariés transfrontaliers en Lorraine qui vont en Sarre, en Rhénanie-Palatinat, notamment en Sarre, et au Luxembourg, bien évidemment. Alors, pour répondre à votre question, les attentes que sont celles des entreprises que je conseille, elles pourraient être résumées vraiment en 3 points. La première, c'est d'échanger, de communiquer et d'être plus en lien qu'aujourd'hui, d'utiliser ce grand potentiel que constitue la grande région pour relever les défis de la globalisation et de l'innovation, donc de travailler davantage ensemble. La deuxième, ce serait de monter de manière plus efficace et plus facile, donc là, revoir les entraves administratives, des partenariats écoles, enfin, établissements d'enseignement supérieur, écoles, entreprises. Et la troisième, c'est vraiment utiliser, la troisième attente, la troisième piste de développement, c'est d'utiliser justement les points faibles et les points forts de chacun des territoires comme priorité dans la coopération. Et voir ces points faibles et ces points forts, non pas comme des éléments de concurrence, mais plutôt de priorité de coopération. Donc, coopérer plutôt que d'être en concurrence. Et il y a plusieurs dossiers, franco-allemands, franco-luxembourgeois, germano-luxembourgeois, qui devraient nous inviter à travailler encore plus ensemble. Merci beaucoup. Prenons un tout petit peu d'altitude. Madame Sabrina Sagramola, nous partons avec vous au Grand-Duché de Luxembourg. Vous faites partie de la Chambre de commerce et d'industrie. Imaginons, vous partez en Chine, vous partez en Asie, vous devez vendre le Grand-Duché de Luxembourg. Vous faites comment? Vous dites quoi? Je pense que la Chine est un bel exemple pour positionner le Luxembourg avec sa grande taille que le pays a, et souvent, effectivement, nous faisons référence à la grande région. Je prends quelques exemples. Si on parle de PME au Luxembourg, on a 23 000 PME. Si on se place au niveau de la grande région, on peut dire parlez bien dans le micro. 375 000 PME qu'on peut représenter. Et ce sont ça, vous allez le dire aux Chinois. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont comprendre le message de la grande région, mais du moins ils comprennent une autre dimension qui risque de les intéresser. Donc stratégiquement, c'est intéressant aussi de se positionner avec une illustration grande région pour avoir une taille, une masse critique en fonction du continent qu'on veut aborder à l'international. Autrement dit, là, il y a une grande visibilité, énorme visibilité que vous ne pouvez pas avoir, que personne d'ailleurs, qu'aucune des petites entités ne peut avoir. C'est bien cela que vous dites? C'est bien ça. Bon, l'exemple maintenant des PME était un exemple, mais ça peut se transposer aussi au niveau des universités, au niveau des centres technologiques, des parcs technologiques, etc. Et au niveau des universités, ça donnerait quoi votre discours? Il y en a 15, je crois, universités, et même 35 si on y rajoute les écoles supérieures. Donc c'est tout un autre débat qui peut se lancer, mais même au niveau, on n'a pas besoin d'aller en Chine pour faire ces réflexions, parce que peut-être même entre collègues, homologues au sein de la grande région, on reste souvent trop cloisonné ou replié sur ses propres soucis, et on devrait jouer même dans nos propres réflexions plus souvent au quotidien à la carte de la grande région pour être des visionnaires et avancer des choses dans le concret. Donc pas seulement penser à son propre dossier, mais faire des calculs, un effet multiplicateur grande région pour dégager et stimuler de nouvelles idées. Je viens d'abord chez votre voisine,
Madame Pédonflèche, je vous vois opiner du chef, c'est-à-dire, oui, vous faites cette comptabilité-là. Je rappelle que Madame Pédonflèche est à la tête, entre autres, d'une association, 150 entrepreneurs lorrains. Alors, c'est cette comptabilité-là qu'ils font, comptabilité de la grande région et en tout. Oui, et on le vit fortement au travers des réseaux qu'on représente tous. Bon, sur la grande région, je pense que les réseaux, il y en a quand même pas mal, des réseaux. On est une locomotive, une forte locomotive au niveau de l'envie de travailler ensemble. Donc on a chacun notre valeur ajoutée, mais effectivement ça donne une visibilité à chacun. Mais travailler en grande région, c'est une force d'aller vers le Luxembourg, vers l'Allemagne, vers la Belgique, oui. Donc ça permet de donner cette visibilité aux TPE-PME, avoir une cartographie des entreprises et de savoir quelles sont, au niveau des typologies des entreprises, vers qui on peut aller pour pouvoir travailler ensemble. Donc projet collaboratif, fédéré, mutualisé, ça c'est une force des réseaux et c'est de la force qu'on peut amener aux TPE-PME pour qu'elles apprennent à travailler ensemble, pour qu'elles aient une vision stratégique et puis qu'il y ait une cohérence régionale entre nous tous. Ça, c'est, moi, je ne vois la grande région comme uniquement une force. On a vraiment un challenge à avoir et on est tous là autour de la table à vouloir avancer. Donc, il faut être dans l'action-réaction. Point. Voilà. Il faut booster, il faut y aller, il faut pas de frein. Donc, il faut supprimer les freins, il faut avancer. Voilà l'avis du Grand-Duché de Luxembourg, l'avis de la France. Oui. J'aimerais votre avis, l'avis de la Saxe, Monsieur Beaune. On vient de dire ici, pardon, de la Sarre, excusez-moi, de la Sarre. Dites-moi simplement, est-ce que les 450 entrepreneurs qui sont réunis dans votre association ont le même état d'esprit, c'est-à-dire, oui, nous voulons travailler plutôt avec le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et la France? Merci. J'aimerais bien d'abord commencer avec une petite blague ou c'est une petite histoire en ce qui concerne ma voisine Sacré-Mola, parce qu'on m'a dit que Claude Juncker était chez le chef d'État de la Chine et pendant le repas le soir, peut-être avec un peu de vin, Claude Juncker a dit « Nous deux, rien ne peut passer, rien ne peut travailler contre nous, nous avons quand même 40% de la population du monde. » Voilà, c'est Claude Juncker pour le Luxembourg. On m'a dit c'est vrai. Bref, en ce qui concerne AKW, ce n'est pas Atomkraftwerk, c'est Conseil économique, Arbeitskreis Wirtschaft. Et nous avons 450 membres, dont 300 sont des entrepreneurs, sont avocats, banquiers, etc. et des anciens fonctionnaires comme moi, qui fonctionnent encore, qui M. Godet a dit tout à l'heure, de temps en temps on fonctionne encore. Parlez bien dans le micro. Parlez bien dans le micro. Voilà. Bref, ils travaillent déjà transfrontalier avec le Luxembourg. Nous avons un partenariat et avec notre voisine Anne, nous avons prévu de faire un contrat une fois pour travailler ensemble avec ELN, Entreprendre de Lorraine Nord, et faire aussi participation à la salon à l'Anvers le 25 octobre. On a déjà un partenariat avec le World Trade Center de Metz. Vous nous en dites plus. Régulièrement. Attendez. Parce que là, vous êtes en train de nous dire, on vient de faire un partenariat, c'est bien ça, entre votre association et la vôtre, madame. Exact. Expliquez-nous, ça porte sur quoi? Exactement, vous allez faire quoi? Ça fait 600 on va faire un échange des sociétés, des idées. On se voit une à l'autre. On va faire des visites des sociétés, soit en Sarre ou Palatina. On va faire des visites ici dans la région qu'on a déjà fait. Et aussi des universités qui travaillent déjà partiellement ensemble, parce qu'il faut dire, le changement de structure en ça, c'est déjà, ça roule. Si on voit le BMW, car plus que 40% des pièces édition 3 viennent de la Sarre. Boîte de vitesse, pot d'échappement, Bosch, etc. Alors, la structure est sur un bon chemin. Mais on développe en plus à l'université que les voitures, entre les voitures, peuvent se discuter eux-mêmes par la navigation. Bref, je crois qu'on peut développer ça en même temps. Et il y a déjà un mode d'emploi depuis des années, 2003, sous la direction de Jacques Santer. On a commencé, mais pas assez. On a fait déjà dans le tourisme quelque chose. Une fois avec Nancy, avec Arlon. On a fait une manifestation en Sarre, à Patrimoine à Völklingen, et aussi une fois, à l'aide de Mme Sacré-Mola, on a fait un forum de petites et moyennes entreprises à Luxembourg. Bref, il y a beaucoup de chances de travailler ensemble pour approfondir les relations et pour profiter, pour faire
une compétition dans l'avenir parce que nous ne sommes pas seuls sur le monde. Et dans le cas-là, il y a M. Toscani, le ministre pour l'Europe, le gouvernement de la SAR, qui s'occupe aussi, il a créé une task force pour éviter des difficultés en ce qui concerne les frontières. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bonne, pour votre témoignage. Merci, Monsieur X, pour la Belgique. On ne vous a pas encore entendu. J'ai la même question. Cette envie de travailler ensemble se caractérise-t-elle par un pragmatisme tel qu'il vient d'être énoncé ici, notamment des accords avec des associations, simplement une volonté de traverser la frontière, disait M. Lenz, mais on ne fait pas le partage entre la partie positive ou négative, c'est la région et on bosse avec. Moi, je dirais qu'en tant que Belge, et connaissant les Belges, je trouve qu'ils sont plutôt pragmatiques. Donc, je pense que vous ne serez pas surpris si je réponds que les Belges, dans l'affaire de la grande région, sont plutôt pragmatiques. Je dois dire aussi que si la région wallonne est tout à fait impliquée dans la grande région et qu'effectivement elle préside la grande région, il y a une tournante actuellement, c'est la Lorraine. C'est la Lorraine qui préside le comité d'exécutif de la grande région. C'est quelque chose de considérable parce que ça donne à la Lorraine l'occasion de s'exprimer mieux qu'elle n'a pu le faire lors d'autres présidences, par exemple. Et effectivement, le Conseil régional a une occasion en or de se consacrer à la grande région et c'est ce que la région Lorraine fait depuis 1 an et demi. C'est très important. Je reviens aux Belges pour dire que, évidemment, le sillon Sambre-et-Meuse s'intéresse à la grande région, donc Charleroi, Namur, oui, Liège, mais que finalement c'est tout de même surtout le versant côté mosellan, côté Rhin, qui est intéressé à la grande région. Et par exemple, la communauté germanophone, qui est très orientée, qui est doublement orientée, c'est une population de 75 000 habitants, qui ont cette chance pour eux de parler l'allemand, qui est parlé aussi en Europe par 150 autres millions de personnes, donc c'est un capital. Et ce qui est paradoxal, c'est que la moitié de la région germanophone est dirigée vers Aix-la-Chapelle, grosso modo, et que l'autre moitié est dirigée vers Bitbourg et Trèves. Donc les Belges sont dans le coup, les Rhénans-Palatins, surtout ceux de Trèves, sont dans le coup aussi, mais ils ne sont pas aussi forts et autant dans le coup que les Sarrois et les Luxembourgeois. Il est certain que les Sarrois et les Luxembourgeois sont des exemples pour les autres partenaires. La Lorraine est en train de combler son retard à toute vitesse et donc il y a effectivement une grande région presque un tout petit peu à 2 vitesses, bien que les politiques n'aiment pas trop cette expression. Et on peut dire qu'il y a effectivement la Sarre, la Lorraine et le Luxembourg qui foncent à une certaine vitesse, et il y a la Wallonie et la Rhénanie-Palatinat qui traînent un tout petit peu la patte. Et un institut comme le nôtre, justement, fournit des efforts pour sensibiliser ces 2 composantes territoriales, les sensibilités à la grande région, et leur dire, au nom du ciel, les 2 tiers j'exagère un tout petit peu, mais pas beaucoup, les 2 tiers des exportations de la Belgique sont vers l'Allemagne, et vous ignorez la grande région. Ça ne tient pas debout. Madame Josiane Madeleine, donc vous êtes vice-présidente du Conseil régional de Lorraine. Alors expliquez-nous d'abord, parce que j'ai dit que dans vos responsabilités, et j'aimerais bien que vous nous en disiez plus, dans vos responsabilités, vous êtes également présidente jusqu'en 2013 du Conseil parlementaire interrégional. De quoi s'agit-il? Il y a donc bien une institution commune à tout le monde, commune à toute cette grande région? Il n'y en a pas qu'une. Alors expliquez-nous. Il n'y en a pas qu'une. Monsieur X a expliqué un petit peu, a commencé à expliquer l'organisation administrative et politique de la grande région. Donc chaque territoire est régi par un exécutif. Donc ces exécutifs, dans les années 90, ont décidé de se rassembler pour réfléchir à l'avenir de la grande région, pour que la grande région soit une euro-région capable d'avoir une force au niveau de l'Europe. Chacun étant petit, se rassembler, ça nous donne une force
au sein de l'Europe. Parce qu'il faut le reconnaître, géographiquement, nous sommes bien au cœur de l'Europe, même si l'Europe aujourd'hui est une Europe élargie, la grande région est exactement au cœur de l'Europe qu'on appelle l'Europe occidentale. Il existe d'autres structures. Alors, la structure que je préside actuellement, parce que la région Lorraine, comme l'a dit M. X, préside le sommet des exécutifs de la grande région, s'appelle le Conseil parlementaire interrégional, et il réunit des élus, des députés et des conseillers régionaux en ce qui concerne la France, au sein de 6 commissions thématiques qui réfléchissent à des recommandations à porter auprès de l'exécutif. Mais il existe encore d'autres formations. Et quelque chose qui est très intéressant pour ce qui se discute aussi ici aujourd'hui et depuis 2 jours, c'est le Conseil économique et social de la grande région. Il y a donc un regroupement des conseils économiques et sociaux des différents territoires qui, lui aussi, donc s'occupe plutôt de l'économie et des questions sociales. Des groupes de travail nombreux existent également. Alors, comment dire, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les premiers intervenants, parce que la grande région existe. Ils l'ont prouvé. Dans leur esprit, la grande région existe. Et c'est rassurant parce que du côté des politiques dont je fais partie, on a plutôt l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc c'est très intéressant de savoir qu'il y en a moins que ce qu'on a l'impression, nous, de notre côté politique. Alors, les difficultés dont on discute entre nous sont des difficultés de mobilité. Tout à l'heure, on a parlé des navetteurs qui vont tous les jours travailler dans les pays voisins. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, 120 000, voire plus, parce que ça change constamment, 120 000 Lorrains franchissent tous les jours la frontière vers le Luxembourg, ils sont 80 000, vers l'Allemagne, la Sarre et vers la Belgique, ils sont 20 000 des 2 côtés. Donc, vous voyez là, le nombre considérable de navetteurs, et donc cela entraîne quelques difficultés de transport, cela entraîne des difficultés au niveau de la formation pour mettre, j'allais dire, de tous les côtés de la frontière, les formations, qu'elles ne soient pas les mêmes, mais qu'elles puissent être reconnues les unes les autres. Également un petit peu aussi de difficultés au niveau de la langue, principalement vers la Sarre. Vous avez dit, il y a 6 commissions, vous avez bien dit, 6 commissions qui étudient des dossiers. Par exemple, quels dossiers sont étudiés et ils deviennent quoi, ces dossiers? Justement, par exemple, les commissions sociales et les commissions formation travaillent ensemble depuis quelque temps, depuis justement que la Lorraine préside le sommet de la grande région, travaillent ensemble sur ces questions de formation, d'apprentissage, comment essayer de trouver des solutions pour que les frontières disparaissent. Parce que dans ces domaines-là, si les frontières n'ont pas disparu pour la transhumance des travailleurs, si les frontières ont disparu également pour, j'allais dire, la transhumance au niveau commercial, parce que de nombreux luxembourgeois ou allemands viennent faire leurs courses en France, et il y a également l'inverse, pour différentes raisons, vers le Luxembourg parce que l'essence est beaucoup moins chère, et vers l'Allemagne parce que les produits sont moins chers. Donc ça, il n'y a pas de frontières là. Parfait. Mais il existe quand même des frontières législatives qu'il faut essayer de combattre. Et monsieur en a parlé, c'est la task force qui réfléchit depuis 1 an à justement faire tomber ces obstacles juridiques. Réaction, merci beaucoup. Réaction, Georges Lenz. Non, simplement une question. Est-ce que vos instances politiques ont un pouvoir d'exécuter? Voilà, ça c'est réfléchir, avez-vous dit, pouvez-vous transformer le système juridique? Et la deuxième question, qui prend les décisions? Et c'est là le grand problème, c'est que là on nous voit 4. Donc on discute, on est d'accord, on s'amuse bien, etc. Et puis après, qui prend la décision? C'est Paris, c'est Berlin, c'est Luxembourg. Avec Luxembourg le plus proche encore de la grande région. Et bien ensuite, Madame Janton, j'ai bien compris. En 1 minute, Madame Madeleine, s'il vous plaît. Alors, qui prend les décisions? Là est la difficulté, parce que, comme je le disais dans mes derniers propos, les frontières ont été abattues depuis longtemps, les gens circulent sans problème, mais il existe des obstacles, et les obstacles sont sur, j'allais dire, la relation franco-allemande, donc qui passe
Je veux dire, entre, par exemple, Thionville et Sarrebruck, si on a des projets à mettre en place, quelquefois, c'est Paris qui doit arbitrer. Pareil, si on a des choses à mettre en place entre, je reprends Thionville puisque c'est également l'endroit où je réside comme Mme Pénon, si on a des choses à mettre en place avec le Luxembourg, sur par exemple la mise en place d'un lycée franco-luxembourgeois, je donne cet exemple. Pourquoi? Parce que le lycée franco-luxembourgeois, nous l'avions en tête, mais pour l'instant, il est encore loin d'être construit justement sur des obstacles. Alors que du côté luxembourgeois et allemand, il existe depuis déjà longtemps un lycée franco-allemand qui est basé à Perles sur la frontière. Madame Janton, donc vous êtes allemand, excusez-moi. Madame Janton, conseil, donc cabinet conseil Arte Latoum. Oui, simplement, c'est vrai que si on peut appeler de nos voeux un exécutif plus fort, une meilleure gouvernance encore au niveau institutionnel, des exécutifs plus forts. J'aimerais revenir sur 2 dossiers très concrets qui montrent que la grande région est en marche et que les entreprises commencent à travailler ensemble. Et qu'elles ont découvert, bien évidemment, comme c'est le cas lorsqu'on se rapproche de nouveaux problèmes. Alors, le premier, c'est la mobilité. Vous parliez tout à l'heure de mon activité de recrutement transfrontalier. C'est vrai que les entreprises de la grande région souhaitent, pour certains profils particuliers, recruter des personnes qui ont une ouverture interculturelle, qui sont en mesure de travailler avec des partenaires de cultures différentes. Et pour ces recrutements, on se heurte souvent, pour attirer les candidats, à la mobilité telle qu'elle est, aux infrastructures telles qu'elles existent actuellement, qui sont encore insuffisantes. Première chose. Deuxième dossier franco-allemand, plus particulièrement peut-être, pour lequel on aurait vraiment intérêt à travailler encore davantage ensemble, la formation professionnelle. L'Allemagne, avec son problème démographique, a beaucoup de problèmes à recruter des jeunes pour reprendre la relève au sein des entreprises, dans son système de formation professionnelle très très performant. Par ailleurs, en Lorraine, cette population connaît un chômage record, puisque le chômage des jeunes est malheureusement très important en Lorraine. Donc on pourrait multiplier les exemples. On pourrait, non, mais enfin, il y a beaucoup d'entreprises sarroises qui souhaiteraient recruter des jeunes en formation professionnelle qui se heurtent à des problèmes purement administratifs parce que les centres de formation professionnelle en France ne peuvent pas envoyer leurs étudiants en Allemagne. Bon. Et ça, c'est vraiment dommage parce que il y a d'un côté à 10 km des entreprises qui souhaitent recruter, de l'autre côté de la frontière, des jeunes qui sont sans emploi et sans qualification. Et il y a un obstacle avec donc, une barrière administrative. Donc voilà un exemple concret d'un dossier où on pourrait toutes gagner à travailler ensemble. Merci beaucoup, Madame. Anne Pédon-Flèche. Oui, je voulais revenir un petit peu aux actions efficaces et opérationnelles, parce que si on parle de grande région, il faut qu'on commence à faire effectivement des actions efficaces. Donc, qu'est-ce qui est efficace pour des entreprises? C'est de faire du business entre elles. Donc, comment effectivement générer ce business et comment réfléchir pour qu'on puisse répondre aux attentes des adhérents, quels que soient les réseaux. Donc, Entreprendre dans Lorraine Nord, je vais parler du réseau que je connais bien. Donc, nous faisons un événement annuel depuis sa création, depuis maintenant 17 ans, puisque la 17e édition sera le 25 octobre à Thionville. Nous faisons le salon à l'envers de Lorraine. Le salon à l'envers de Lorraine. Donc, le principe de ce salon, c'est que ce sont les donneurs d'ordre qui sont présents et qui sont là au service des entrepreneurs qui vont venir sur une journée rencontrer les donneurs d'ordre. Donc en fait, c'est un échange de cartes de visite, c'est des rendez-vous d'affaires sans rendez-vous, mais ça permet aux entrepreneurs de rencontrer donc de manière directe les donneurs d'ordre. Donc au départ, en fonction de la typologie effectivement de notre région qui était très sidérurgique, donc on avait 3 grands donneurs d'ordre à l'époque, maintenant on a une typologie qui évolue. Cette typologie qui évolue, donc on a plus de TPE, PME, et donc ces entrepreneurs viennent sur ce salon
Donc de la région, mais aussi maintenant de la grande région. Donc on a nos amis belges, nos amis luxembourgeois, nos amis sarrois, qui ont aussi leur stand. Cette évolution-là est toute récente? Non, elle n'est pas récente. Il y a, ça, je sais pas, je dirais qu'il y a 5-6 ans maintenant, qu'il y ait des entreprises étrangères, transfrontalières. Et puis on a un sillon lorrain aussi, on a un pôle métropolitain, donc ce n'est pas uniquement la Moselle. On va jusque dans les Vosges, voilà. Donc on essaye d'effacer ces frontières finalement qui doivent être effacées de manière naturelle. Donc sur ce salon à l'envers, on génère du business, donc les gens sont là. Maintenant, c'est devenu un événement incontournable de la grande région. Ah oui, c'est devenu, économiquement, ça devient incontournable. Et l'année dernière, donc j'ai eu la chance de rencontrer Sabrina Sagramola et Pierre Gramegna, donc directeur général de l'ACC du Grand-Duché. Et donc, à la fin de cette journée, on s'est dit, mais maintenant, il faut qu'on agisse. Et donc, on s'est dit, faisons des actions, mais qui vont permettre de rebondir une fois chez les uns, une fois chez les autres, et puis du coup on rappelle les événements. Donc le but, comme disait M. Lehne, c'est pas de faire un truc et puis après que ça s'évapore, c'est que ça devienne pérenne. Ça devienne pérenne, ça rentre dans la mémoire collective et c'est le but associatif. Donc, je vais passer la parole à Sabrina. Justement, voilà. J'interroge votre voisine du coup. Donc la balle est arrivée dans votre camp. Qu'avez-vous fait, Madame Sagramola? En fait, vous le voyez, on parle déjà en tandem, à part qu'on s'est mariés au Luxembourg la semaine dernière. Donc concrètement, pour un cœur qui bat grande région, si je fais un résumé des réflexions qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que la grande région a un cœur. Ça, c'est certain, mais un cœur qui a une certaine arythmie bénigne. Donc parfois il bat hors rythme, un peu trop lent, un peu trop fort. Et je pense que le rôle que tant les politiciens que les acteurs économiques qui transposent la politique en actions concrètes, comme le fait Entreprendre Lorraine Nord, les chambres de commerce et bien d'autres institutions, c'est en fait de miser sur la continuité d'action dans le concret. Et donc là, l'importance d'avoir des rendez-vous fidèles, mais pas un seul, d'en avoir plusieurs, pourquoi pas dans toutes les régions de la grande région. Moi, je ressors justement d'un salon que nous avons organisé la semaine dernière au Luxembourg, les Greater Region Business Days. On ne savait pas, avant le salon, sur quoi on allait et quelle était la réactivité des entreprises, parce qu'on peut seulement construire quelque chose s'il y a aussi un écho favorable des entrepreneurs. Et on a été surpris de l'écho et de la confiance que les entreprises luxembourgeoises et régionales nous ont témoigné, d'avoir 160 exposants, 1800 visiteurs pour une première. Bon, pour ceux qui connaissent les salons B2B au Luxembourg, c'est toute une culture encore à inventer, hein. On est plus dans le B2C, donc je pense que le fait que les entreprises étaient ravies de cette manifestation et qui nous ont demandé de reconduire cet exercice à l'année prochaine, je pense que c'est pour nous une mission en quelque sorte accomplie. Et ce qu'on a vu sur place, c'était aussi un salon qui a vraiment visé du B2B net, épuré, donc vraiment 3000 rendez-vous d'affaires planifiés au préalable, des tables rondes, des conférences interactives filmées que les personnes intéressées peuvent aussi suivre à distance après l'événement. Ce qu'on a réalisé et senti avec émotion à la fin, et Madame Pedon, on était assises autour de la même table, c'était que il y avait le ministre Halsdorf qui a fait la table ronde de clôture. Il était ému. En fait, nous, on l'attendait à l'entrée protocolairement pour l'accueillir au salon, et on ne savait pas qu'il était déjà là depuis 1 heure en se baladant, et de découvrir le salon à son aise pour se faire une idée de ce que les acteurs économiques font concrètement dans la grande région. Il nous a incités à reconduire ce rendez-vous annuellement, et on a réalisé qu'en fait c'était ça qu'il fallait faire, agir, parler, mais aussi transposer dans le réel et maintenir la cohérence et la continuité. Je pense que c'est ça, un investissement et une prise de conscience que les acteurs économiques comme des chambres de commerce ou d'autres doivent prendre pour justement maintenir à niveau cette dynamique d'action et pas de la perdre après une semaine, de la maintenir à niveau et de pérenniser dans le temps. Merci beaucoup, Madame, de votre témoignage.